D'après ce que je vois, t'es pas très occupé là. Alors, et si on jouait à un jeu très populaire que tout le monde connaît? En français, le sol est de la lave. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non? Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie! La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit. Et attention, ne tombe pas! Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec! Oh non, mais quel idiot! Les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile! Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi! À cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poisson. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Arnold! Réveille-toi, j'ai une surprise pour toi. Tu sais que, bien sûr, je suis ton allié dans la lutte contre ta phobie sociale. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de t'aider en t'éloignant encore plus des gens. Plus précisément au sommet du mont Everest. L'autre nom de la montagne est Chomolungma, et c'est le point le plus haut de la planète Terre. Au fait, je te dis ça en passant, mais tu me dois 50 000 $. C'est le prix moyen pour pouvoir faire une expédition par ici. Pour survivre au sommet, il faut un équipement de haut niveau. Après tout, c'est vrai qu'il y a très peu d'oxygène, et il fait extrêmement froid. Descends, vite! Au moins 1 kilomètre. Dépêche-toi, Arnold, mais avance aussi lentement que possible. La quantité d'oxygène n'est qu'à 1/3 de sa normale ici. Essaie d'économiser ton énergie. Le manque d'air entraîne une mauvaise perception du temps par le cerveau. Alors tu vois, grimper seulement 5 mètres en 3 heures me semble un tout petit peu trop lent. Heureusement, le vent au sommet atteint 200 mètres par seconde et il peut nous aider. Tu peux voler sur 8 km en seulement 3 minutes. Mais attention, les sommets pourraient te gêner. Bon, t'as de la chance, t'es tombé dans les ordures. Les touristes qui viennent découvrir l'Everest laissent tellement d'ordures sur la montagne que le gouvernement paye 2 $ pour chaque kilo d'ordures ramassées. Je vois que t'es en train d'essayer de me rembourser mes 50 000 $. Arnold, essaye de ne pas respirer autant. À une température de moins 60 degrés Celsius, tes poumons vont commencer à se dessécher. La toux provoquée par la montagne est si mauvaise qu'elle peut même te briser les côtes. Je suis vraiment désolé, Arnold, mais les alpinistes ne peuvent pas retirer les cadavres de l'Everest. C'est impossible. De plus, les cadavres sont utilisés comme repères de hauteur sur les sommets. Eh bien, Arnold, au moins tu as trouvé quelque chose d'utile à faire. Dis-moi, je vois que t'es vraiment heureux d'être ici, mon pote. Surtout après avoir enduré un froid aussi intense. Je pense que t'en profites même peut-être un tout petit peu trop, là. Salut, Arnold! On dirait que t'as commencé à avoir quelques hallucinations à cause du manque d'oxygène et que quelqu'un t'a amené au feu de camp. Bon, je suis plutôt content que tu te sois réveillé, mais il y a encore environ 6 km à faire devant nous. Malheureusement, je ne pense vraiment pas que tu aies encore la force de rentrer chez toi. Ah mais attends, Arnold, j'ai une idée! Tu peux tenter de répéter l'exploit de Marco Siffredi. C'était en 2001. Ce mec a réussi à descendre le mont Everest sur un snowboard. Je crois en toi, Arnold. Plusieurs os cassés et des engelures qui ont l'air d'être au dernier stade. Mais on a atteint le sol. Arnold, mais c'est complètement incroyable. Allez, crie un peu avec moi. Hurrah! Arnold, je plaisantais. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas crier dans les montagnes. Ça peut déclencher une avalanche. T'inquiète pas, Arnold. Je vais pas te laisser ici. Tu sais que tu me dois toujours 50 000 $, hein? Quelle belle journée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait bien gâcher ça?
Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si la Terre s'arrêtait soudainement de tourner? En raison de l'inertie, tous les objets voleront vers l'est, atteignant une vitesse de plus de 1500 km/h. De plus, les perturbations atmosphériques créeront des vents très violents. Mais en même temps, n'oublie pas que la gravité de la Terre restera la même. L'élan des océans et des mers créera des tsunamis géants, absorbant 27 km de terre par minute. Une journée complète durera désormais une année entière, car la Terre, à une vitesse de 29,78 km par seconde, effectue un tour complet autour du Soleil. La journée du lever au coucher du Soleil durera 6 mois sous le soleil chaud et brûlant. Les 6 mois restants seront des mois de nuit, avec des températures négatives de moins 55 degrés. La Terre étant arrêtée, ses forces centrifuges créeront de hautes collines à l'équateur. Plus tard, elles disparaîtront, laissant un solide continent annulaire à l'équateur, séparant deux gigantesques océans. Mais la pire chose qui se produira sera due à l'arrêt de la rotation du noyau de la Terre. Après tout, c'est cette grande sphère de métal en fusion qui, par sa rotation, génère le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique protège la planète des radiations. Donc, à partir de maintenant, il est mortellement dangereux d'être à la surface. Arnold, c'est pas possible, t'es une vraie poule mouillée quand il s'agit de survivre aux catastrophes. Tu dois trouver un abri. Je te suggère de te déplacer vers l'équateur, là où c'est le plus sûr. Dépêche-toi, Arnold, tu peux prendre le dernier bus pour les catacombes. Maintenant, tout le monde s'est déplacé sous la surface de la Terre. Ne t'inquiète pas, ce sont de vraies villes avec une bonne sécurité. On peut même y cultiver de la nourriture. Arnold, où est-ce que tu vas vivre maintenant? On dirait que ça sera dans les bois. Tu sais quoi, je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. Cette toute petite chose, elle est perdue, tout comme toi. Après tout, les loris-lans vivent principalement dans les forêts tropicales. N'essaye surtout pas de les caresser, Arnie! Les loris-lans lèchent leurs coudes, qui sécrètent un venin mortel. Ensuite, leurs morsures peuvent te tuer. Tu devrais suivre le chemin des animaux. Ça serait génial si tu pouvais trouver de l'eau qui coule, un ruisseau ou une rivière par exemple. Tu pourras y trouver de la nourriture en attrapant des poissons. Ouais, bon Arnold, en faisant comme ça, tu vas rester ici toute la journée. Et comme tu peux le voir, j'avais raison. La nuit, c'est le moment le plus dangereux dans une forêt. Eh mon pote, je pense que tu devrais passer la nuit ici, dans cet arbre. C'est pas le Ritz, c'est clair, mais au moins, ça semble sûr. Au petit matin, tu devras te rendre dans une clairière pour être visible par les sauveteurs. Retrouver une personne dans une forêt est une opération très spéciale à laquelle participent les sauveteurs, les bénévoles et les militaires. Le terrain tout entier est divisé en carrés et chacun d'eux est passé au peigne fin. Il y a eu un cas où quelqu'un qui s'était perdu sans le savoir a fini par se chercher lui-même. Ce type a réussi à sortir de la forêt, n'a rien dit à personne et s'est joint aux recherches pour se retrouver. Tu peux être vu du ciel si tu fais un feu. Il est préférable de jeter des feuillages frais par-dessus pour qu'il soit vraiment fumant. Cela fait maintenant 3 jours qu'il erre un peu perdu dans la forêt. Tout ça parce qu'il voulait économiser de l'argent en se passant d'un taxi. Oh non, Arnold! Arnold, ne me dis pas que tu vas aller boire dans ce lac. Mais ne t'inquiète pas, Arnold, si une sangsue entre dans ton système digestif, elle n'aura pas le temps de te faire du mal. Elle se dissoudra rapidement dans ton estomac. Sauf que là, tu as un peu plus qu'une sangsue en toi, mon pote. Tu es maintenant le personnage principal de l'émission de télé-réalité Logement abordable pour les sangsues. Il existe plus de 500 types de sangsues dans le monde. Mais seulement 3 d'entre elles sont considérées comme intéressantes par les humains. Il ne faudrait que 10 minutes à 335 sangsues pour sucer tout le sang qui se trouve dans ton corps. Et toi, mon petit Arnold, tu en as 1000. Chaque seconde compte. Maintenant, pour te débarrasser des sangsues, tu dois boire de l'eau salée. Désolé, Arnie, je n'avais pas d'autre bouteille sous la main, là. Boire l'eau de ce lac était vraiment une mauvaise idée, Arnold.
J'irais jusqu'à parier que même une sangsue est plus intelligente que toi. Leurs neurones ont déjà été utilisés pour un ordinateur biologique appelé le Lichulator. Il est capable de faire des additions de nombres entiers, et pas toi. Mais ne te réjouis pas aussi vite, Arnold. Il semble que tu aies aussi attiré l'attention d'une autre espèce de petite bête, et je dirais que celle-ci est vraiment dangereuse. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu ferais mieux de ne pas trop bouger là, mon pote. Arnold, laisse les abeilles te piquer. Le venin des abeilles est plutôt cool. Est-ce que tu savais qu'il contenait de nombreuses substances bénéfiques qui peuvent vaincre des maladies, même mortelles? Mais dans ton cas, on peut s'accorder à dire que tu as plus de chances de mourir d'un coup de chaleur plutôt que de 1000 piqûres d'abeilles. Parce que les abeilles qui recouvrent ton corps vont le réchauffer jusqu'à 47 degrés Celsius. Oh, Arnold, t'as été plutôt bon là. C'est vrai, les ondes électromagnétiques d'un téléphone portable sont capables de désactiver une abeille. Une abeille, c'est un peu comme un système de navigation avec tout un tas de capteurs. On pourrait comparer ça à un tout petit avion. Donc, apparemment, en phase de vol, tout comme pour les gros avions, les téléphones portables doivent être éteints. En fait, si tu faisais une expérience et si tu mettais un téléphone portable fonctionnant à une fréquence de 900 MHz dans une ruche, alors toutes les abeilles vont évacuer dans les 10 minutes et elles ne reviendront jamais. Imagine qu'une vague t'attrape, non pas dans ta salle de bain, mais dans la mer. La mer Noire, en fait, est aussi une grande baignoire. Seulement, elle a la taille de 1417 km3. Il faudrait environ 243 millions d'années pour la remplir. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la Liberté et demie. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Si tu es sur la terre ferme, monte dans une voiture, sur un vélo, cours ou demande au moins à un King Kong de t'aider. Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building. La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute, donc tu as certainement le temps. Oh, ouais, ça aussi c'est possible. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer. Eh bien, je vois que t'es encore dans une séance de dépravation devant ta télé, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Elon Musk a lancé une nouvelle fusée dans l'espace. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe. Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur. Est-ce que ça pourrait être Arnold ? Excellent. On va choisir une tenue pour toi. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut.
En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Oh waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre, et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère, et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Vers l'infini et au-delà! Arnie! Arnie, réveille-toi! Il y a une tornade géante qui se précipite vers ta maison. Dépêche-toi, cours! Tu dois sortir dans la rue et être à l'air libre. Bien joué. Bon, bien sûr, pour vraiment sauver tes fesses, ça aurait été une bonne idée de te cacher dans le sous-sol de ta maison. Mais bien sûr, il est plus intéressant pour moi et pour nos téléspectateurs de voir ce qui t'arrivera à l'intérieur de cette tornade. T'es prêt? Et c'est parti! Alors il y a quoi à l'intérieur? La largeur de l'entonnoir des plus grandes tornades peut atteindre 1500 mètres. Tu seras exactement là où ça tourne. Chaque année, aux États-Unis, environ 1000 tornades se forment. Et parmi elles, seulement quelques-unes sont vraiment gigantesques. Évidemment, tu as encore de la chance, Arnie. Tu es dans l'une de ces tornades. Je pense que c'est le bon moment pour parler de la basse pression et de la décharge d'oxygène. La pression atmosphérique à l'intérieur d'une tornade est si basse que tes poumons ne peuvent pas extraire suffisamment d'oxygène de l'air. Et après quelques minutes seulement, tu t'évanouis et tu suffoques. Enfin, j'en avais tellement marre d'entendre tes petits cris là. Un air aussi raréfié équivaut à escalader le mont Everest sans bouteille d'oxygène. Le tourisme de montagne, c'est clairement pas pour toi, Arnie. Mais à l'intérieur de la tornade, plutôt que de mourir par manque d'oxygène, tu vas probablement périr à cause de la collision avec d'autres objets traînés à l'intérieur avec toi. Tu sais, des arbres volants, des animaux, des voitures, des toits de maisons et même des maisons entières. Tout ce qu'on va rencontrer sur le chemin de la super puissante tornade sera détruit en morceaux et tourné à une vitesse pouvant atteindre 500 km/h. Et même si tu imagines que, par miracle, tu peux éviter ces collisions avec tous ces débris, et si une bouteille d'oxygène n'est pas un souci, et que tu survis d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la tornade, eh bien, n'oublie pas. La tornade va se terminer tôt ou tard. Détends-toi, t'es au milieu de l'océan sans personne pour te déranger. Il n'y a pas d'âme dans un rayon de 100 km à la ronde. Ne pleure pas, je vais t'aider à survivre, petit con. Écoute attentivement et souviens-toi de tout ce que je vais te dire. Tout d'abord, il faut absolument trouver de l'eau potable. La façon la plus simple est de lécher les gouttes de rosée qui s'accumulent sur le radeau. Pas ça, Arnie! C'est de la merde d'oiseau. Hélas, le nombre de ces gouttes de rosée sont trop petites pour que tu puisses survivre assez longtemps. Un moyen plus difficile consiste à trouver une sorte de réservoir pour recueillir l'eau de pluie. Mais tu pourrais mourir avant qu'il ne pleuve. Alors passons à la troisième méthode et la plus difficile. Arnold est trop stupide pour y arriver. Mais vous, cher public, écoutez. À partir de 2 conteneurs, un sac et un poids, vous pouvez construire un distillateur d'eau. Mettez l'eau salée de l'océan dans le plus grand récipient et elle s'évaporera, s'accumulant au centre du sac et coulant dans le plus petit récipient. Et le tour est joué, votre eau potable fraîchement distillée est prête. Arnie, il est temps d'aller pêcher. Mangez tout ce que vous attrapez qui ne vous semble pas toxique. Les algues, le plancton, les méduses et même les petits poissons peuvent être capturés avec un simple t-shirt. Arnie, mais que diable as-tu pour te plaindre? Je ne vous conseille pas de regarder l'océan pendant trop longtemps car les rayons du soleil sont réfléchis par la surface de l'eau et vous brûleront les yeux. Vous ne verrez plus le monde, mais le monde vous verra toujours. C'est mieux dans l'autre sens.
Arnie, tu devrais construire un auvent sur le radeau pour te protéger des rayons UV. Le choc thermique en pleine mer est une garantie de mort. Mais cependant, une tempête arrive bien avant que le soleil ne commence à vous menacer. Pour empêcher le radeau de se renverser, placez tous les objets lourds au centre et priez Poséidon pour avoir pitié. Félicitations, t'as survécu à la tempête. Mais encore, il reste le problème de trouver des terres. Vous savez, j'ai oublié de vous dire, Arnie, tu es sur le point de t'éloigner de la Terre dans l'océan du monde entier. Pauvre Arnold, il a déjà fouillé dans la boîte à gants, trouvé des frites de l'année dernière et écouté pour la 100e fois un CD de Ricky Martin qui est resté coincé dans l'autoradio. Ouais, je suis d'accord, c'est épouvantable. Non, ne fais pas ça, Arnold! Tu ne gagneras pas plus de temps. Et en plus, c'est vraiment dangereux. Tu ferais bien de me remercier, Arnie. C'est moi qui viens de sauver la peau de tes fesses en arrêtant le temps. Exactement comme ils le font dans les dessins animés. Alors, qu'est-ce que tu ferais en premier dans une telle situation? Peut-être que tu irais fouiller dans les archives du Pentagone pour découvrir si Armstrong est vraiment allé sur la Lune. Ou peut-être que tu oserais enfin embrasser Suzy. Oh! Bon, l'essentiel est de ne pas finir au Japon. Ils adorent arrêter le temps. Je veux dire, vraiment, ils adorent ça. Sur le plan physique, si le temps s'arrête, alors tout s'arrête. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que le temps est une des composantes de la vitesse et de la distance. Si l'une des valeurs est nulle, alors toutes les autres seront également nulles. À présent, en avant pour l'aventure. Oups! Les particules de lumière et les photons se sont également arrêtés. Par conséquent, la capacité de distinguer quoi que ce soit avec ta vue a disparu. Et tu ne pourras plus boire d'eau. Tout est gelé. Voici un autre fait intéressant. Un flux de lumière qui a quitté la Terre il y a 65 millions d'années se trouve maintenant à 65 millions d'années-lumière. Et quelqu'un avec un grand télescope pointé droit sur la Terre peut maintenant voir les dinosaures. Mais je suggère que nous revenions à la réalité, Arnold. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année. En 1986, par exemple. Ça a marché! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl, quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra, tu vas filmer l'explosion avec, et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça, c'est à cause de toi? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut. Donc, on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. J'espère que tu vas bien. Comment est ta tension artérielle? Parce que la deuxième téléportation n'attendra pas éternellement, mon vieux. Aujourd'hui, tu vas devenir l'un des rares à avoir visité la surface d'un lac de lave et le seul à en sortir vivant. Bien que tous les paris soient levés avec ta chance, Arnie. Très bien. 3, 2, 1... Ouvre les yeux, tu vas tout rater. Tu n'as qu'une nanoseconde. Tu es en Afrique à 613 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans les vents du volcan en ébullition, Erta-L. Impressionnant, n'est-ce pas? La température de l'air à la surface du lac de feu atteint 1200 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre de la fonte. Hé, relax Arnold. En une nanoseconde, il ne se passera rien. Même avec toi. Je veux dire, bon, si vraiment t'as pas de chance et que tu y restes plus longtemps, tes poumons vont s'enflammer à ta première respiration.
ta peau va peler. Et la seule action sensée que tu pourras faire, c'est de plonger complètement dans la lave. De sorte que tu t'évanouisses à cause d'un choc de douleur. Et que dans les 90 secondes qui suivent, tu te réveilles dans un endroit meilleur. C'est pas une top perspective, hein. Alors, ne bouge pas, mon pote. Et... Arnold, retire ton doigt de la lave. Oh, super. Bon, on fait quoi, Arnie? Tu veux que je te téléporte au sommet pour que tu puisses profiter de la vue? T'entends ce bruit aussi? Arnie, sors de là! La vitesse de ce torrent ardent est de 1,6 km/h. Hé, t'es sérieux là? Toi qui voulais partir en vacances à Hawaï. Si jamais il y a une éruption là-bas, tu ne pourrais même pas dépasser la coulée de lave, même en faisant du hoverboard. Arnold, ne panique pas. Contrôle-toi. Tu as atterri près du dôme Fuji en Antarctique, le lieu le plus polaire du monde. Ici, la température peut atteindre moins 132,16 degrés Fahrenheit. Dans ces conditions, les yeux et les poumons d'une personne gèlent en quelques minutes. Heureusement, tu es arrivé là en été. L'air est en général un peu chaud, moins 31 degrés Fahrenheit. Ton corps commence à se refroidir de 1 degré chaque demi-heure. Dans même pas une heure, tes muscles vont se rétrécir et vont essayer désespérément de récupérer la chaleur perdue. Ensuite, tu paniqueras de peur. Et tes pieds et tes mains vont craquer de froid. Car tes vaisseaux périphériques ont déjà commencé à se contracter pour faire circuler le sang dans tout le corps, dans le but de garder la majorité des organes vitaux à la bonne température. Mais les frissons vont bientôt disparaître et tu ne sentiras plus le froid. Mais Arnold, ne te relâche pas. C'est une fausse sensation. Ça vient juste de commencer. Une attaque encore plus forte que la première aura lieu après un moment. Ton corps tremblera comme un Boeing en cours d'atterrissage. Ensuite, tu sentiras l'effet d'un stupéfiant des hormones et d'endorphines, avec des confusions. Et bien sûr, une perte de coordination. Arnold, comment vas-tu? Tu es dans un niveau extrême d'hypothermie. Ton corps tente le dernier essai pour se réchauffer. Dans un moment, tu vas t'évanouir. En plus, tu vas souffrir de certains troubles dans ton activité cardiaque et respiratoire. Ton parcours va se terminer une fois que ton corps a atteint la température de moins 85 degrés. La mort est au rendez-vous. Tu m'entends? Arnold? Arnold! Essaye de ne pas perdre conscience. Je crois que nous avons trouvé une solution pour t'aider. Tu m'entends? Sois prêt. On va te transférer à... Ah mais quand même, salut l'auditoire. Ah oui, t'es en train de mourir. On a besoin de te réchauffer vite fait. Que dis-tu d'aller au soleil? Juste pour une nanoseconde. La température de la surface de notre soleil est de 5800 degrés Kelvin. Ça sonne terrible. En revanche, ce maudit ne transpirera même pas en une nanoseconde à la surface du soleil. Ton cerveau réalise avoir vu un flash juste après 1 million de nanosecondes.